Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, aujourd'hui je vous propose de nous replonger en 1988 afin d'y découvrir un fait divers qui à l'époque a secoué Genève, mais plus globalement la Suisse. C'est une affaire qui m'a été demandée par une personne assez spéciale, qui se reconnaîtra en regardant la vidéo. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. Quand on a préparé cette émission, Amanda, vous m'avez dit à plusieurs reprises en fait que vous vous sentiez coupable de ce qui s'était passé. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'elle était chez moi et j'ai pas su la protéger. Et ce jour-là, j'étais chez moi, je m'en souviens. J'ai comme une idée qu'on a, quelque chose qui nous vient à l'esprit d'aller la chercher ce jour-là. Et après, je me suis mis à faire le ménage et ça a passé. J'ai pas été. Je suis pas allée la chercher. Et je le regrette. Et je m'en veux quelque part. On est le 5 décembre 1988 à Genève, plus précisément dans le quartier de Saint-Jean, qui se situe sur les falaises le long du Rhône. Silvia Pinto Costa, c'est une adolescente portugaise de 16 ans qui a emménagé chez sa grande sœur Armanda et son mari Marc depuis août 1988. Donc elle s'est installée chez eux à Genève afin de découvrir la Suisse, mais aussi pourquoi pas de s'y installer définitivement si elle est amenée à être régularisée. Et c'est une adolescente qu'on décrit comme très gentille, avec un caractère facile, qui a souvent tendance à arrondir les angles pour ne pas, par exemple, se disputer, qui est très obéissante envers sa grande sœur. En fait, c'est une adolescente qui a gardé les valeurs du pays d'où elle vient. Du coup, comme elle n'est pas régularisée, elle a trouvé un petit boulot de babysitter chez son oncle, qui vit à 15 minutes de chez sa sœur. Lui, donc, toute la journée au travail, à 20h, il rentre, et c'est l'heure à laquelle elle quitte le domicile de son oncle pour rentrer chez sa sœur. Très rapidement, Silvia s'est habituée à son quotidien à Genève. Elle se fait de l'argent de poche, elle s'est même fait un petit copain qui est lui-même portugais et qui vient de la communauté portugaise de Saint-Jean. Et quand elle écrit à ses copines au Portugal, elle leur explique la vie qu'elle mène, elle leur dit que tout se passe très bien, qu'elle est très heureuse en Suisse, qu'elle est très amoureuse également, mais elle leur fait part aussi régulièrement des petits soucis qu'elle rencontre avec les hommes de Genève. Silvia, c'est une très belle fille, c'est une beauté méditerranéenne comme on dit, qui a de très jolies formes, et malheureusement, elle est très souvent amenée à être harcelée par certains hommes dans la rue, mais également par des hommes de la communauté portugaise de Saint-Jean, qui lui font des petites remarques. Malgré ça, malgré ces épisodes un petit peu fâcheux, Silvia se sent très bien à Genève. Le soir du 5 décembre, Silvia a donc fait du babysitting chez son oncle, elle a gardé son petit cousin. Aux alentours de 22h, sa grande sœur Armanda commence à s'inquiéter puisque Silvia n'est toujours pas rentrée. Leur oncle habite à une quinzaine de minutes à pied, ce qui veut dire qu'en théorie, elle doit être rentrée aux alentours de 20h20, 20h30. Là, toujours pas de nouvelles de Silvia. Au départ, Armanda et son mari Marc ont pensé que peut-être que Silvia avait rencontré des copines sur le trajet ou son petit copain et qu'elle avait décidé de discuter un peu avec eux, d'où son retard. Mais là, Armanda, elle commence vraiment à s'inquiéter parce que 22h, ça fait un peu tard. Du coup, son mari Marc lui dit « Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre, je vais faire le tour de Saint-Jean, je vais également repasser par le chemin qu'elle aurait dû emprunter pour rentrer à la maison et je suis sûr et certain que je vais la retrouver là avec des copines. » Il descend. Il fait le tour de Saint-Jean, aucune trace de Silvia. Armanda décide d'appeler d'autres membres de sa famille qui vivent également dans le quartier pour voir si Silvia aurait pas fait une halte. Non, personne n'a de nouvelles de l'adolescente. Armanda se dit alors que peut-être que Silvia a passé la nuit chez son petit copain et qu'elle a oublié de prévenir. Bon, Silvia c'est une adolescente, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Du coup, elle et son mari partent se coucher en pensant que la jeune fille serait de retour le lendemain matin. Le lendemain matin, soit le 6 décembre, Armanda se rend à son travail, mais elle n'est pas tranquille. Elle n'est pas tranquille parce qu'elle n'a toujours pas eu de nouvelles de sa petite sœur. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle quitte son boulot avec l'autorisation de son employeur et elle se rend au commissariat afin d'y reporter la disparition de sa sœur et de voir s'il n'y a pas eu quelque chose qui a été signalé pendant la nuit, un accident, quelque chose dans le genre. Non. Elle et son mari décident de refaire le tour de Saint-Jean, mais également de réemprunter le chemin qu'aurait emprunté Silvia pour rentrer à la maison. Là, quand ils arrivent au pied des falaises, ils remarquent qu'il y a un attroupement de riverains, mais également d'agents de police. Et sans même qu'on lui explique, Armanda comprend tout de suite. Quelques heures plus tôt, une riveraine a découvert le corps sans vie et à moitié nu de Silvia, entre le pressoir et le mur, le visage partiellement défiguré et recouvert de sang. D'après l'autopsie qui est réalisée le lendemain matin, Silvia est décédée le soir du 5 décembre entre 20h30 et 21h. Son crâne, son visage et son thorax sont recouverts d'ecchymoses et de fractures.
et elle est morte à la suite de toutes ces lésions. Son corps présente également de nombreuses ecchymoses. La jeune fille a été littéralement massacrée et une partie de son visage écrasée. Par ailleurs, du sperme est retrouvé sur ses parties génitales ainsi que sur un mouchoir qui est resté coincé dans sa culotte. La jeune fille a été abusée sexuellement. Ce qu'il est important de souligner, c'est qu'à ce moment, l'enquête est confiée à la brigade des mœurs et non pas à la brigade criminelle, ce qui sera vivement critiqué par la suite, puisque la brigade des mœurs n'est pas préparée à ce type de criminalité. Ils ne savent pas par quel bout commencer et comment enquêter surtout. Ce même jour, une jeune femme se rend au commissariat près de l'endroit où était retrouvée Sylvia, afin de leur expliquer que le soir du meurtre, elle a assisté à quelque chose d'assez terrifiant, mais elle n'était pas vraiment sûre de ce dont il était question jusqu'à ce qu'elle apprenne le meurtre de la jeune Portugaise. En gros, le 5 décembre, aux alentours de 20h30, elle rentrait chez elle en passant sur le chemin près du pressoir. Et là, elle a vu l'ombre d'un homme donner des coups de pied sur une forme au sol, mais elle n'a pas vraiment pu distinguer de quoi il s'agissait, puisque c'était très mal éclairé. Mais toujours est-il que l'homme en question s'est immobilisé quand il a vu que la jeune femme regardait dans cette direction. Ensuite, il s'est retourné et il a fait mine d'uriner contre le mur. De là, la jeune femme s'est enfuie complètement paniquée. Pour les enquêteurs, c'est une information qui leur paraît assez importante puisque ça leur permet de savoir que Sylvia a bien été assassinée près du pressoir et que son corps n'a pas été traîné et caché à cet endroit. D'autant plus qu'ils ont retrouvé le sac de l'adolescente à proximité. Ce qu'ils souhaitent à présent, c'est retracer précisément l'emploi du temps de Sylvia, les heures qui ont précédé sa mort, et ils y parviennent grâce aux témoignages des membres de sa famille et de son petit copain. Le 5 décembre au matin, Sylvia part de chez sa sœur et se rend chez son oncle afin d'y faire du babysitting. Peu avant 20h, son oncle rentre du travail et elle quitte son appartement à 20h précisément. Elle croise son petit copain devant l'immeuble de son oncle et ils restent tous les deux quelques minutes à papoter. Ensuite, elle le quitte et en emprunte le chemin pour rentrer chez sa sœur. Comme à son habitude, elle passe par le raccourci qui longe la falaise. C'est très mal éclairé, c'est assez peu fréquenté, mais Sylvia a l'habitude de passer par ce raccourci. Et dans la mesure où ses oncles vivent dans l'immeuble qui se situe en face du raccourci, elle se dit que s'il lui arrive quoi que ce soit, elle pourra crier et ces derniers pourront venir pour la secourir. À ce stade de l'enquête, la police privilégie la piste du tueur local, voire intracommunautaire. Selon eux, l'assassin fait partie de l'entourage de Sylvia. Il commence par auditionner son beau-frère Marc, donc le mari de sa grande sœur Armanda. Celui-ci clame son innocence. Par contre, il admet avoir eu des gestes déplacés à l'égard de Sylvia à plusieurs reprises. Il explique que lorsqu'il se trouvait seul dans l'appartement avec Sylvia, que son épouse était au travail, il avait tendance à toucher de façon inappropriée Sylvia parce qu'il la trouvait très jolie. Son sang est prélevé afin que son ADN soit comparé à celui de l'assassin, mais ça ne matche pas. Il est donc relâché et écarté de la liste des suspects. Le petit copain de Sylvia est également interrogé, mais il avait un alibi au moment du meurtre. Il est lui aussi relâché. Les jours qui suivent, une centaine de Portugais de Genève sont auditionnés et leur sang prélevé. L'ADN ne correspond pas. Et les enquêteurs ressentent comme une sorte d'omerta autour du meurtre de Sylvia, comme si les gens ne voulaient pas parler par crainte de quelque chose. Au bout de quelques semaines d'enquête, la police met la main sur la déposition qu'une jeune femme a faite en novembre, soit moins d'un mois avant le meurtre de Sylvia, au commissariat de police proche du quartier de Saint-Jean. Dans sa déposition, elle explique qu'un soir de novembre, aux alentours de 20h, elle rentrait chez elle. Elle a emprunté un chemin qui se situe pas loin du pressoir où a été retrouvé le corps de Sylvia. Et là, d'un coup, un homme est empoigné et il a tenté de l'entraîner dans un coin afin de la violer. La jeune femme s'est fortement débattue et elle est parvenue à se libérer de l'emprise de l'homme en question. Elle s'est sauvée. Elle explique que dans la mesure où il faisait assez sombre, elle n'est pas vraiment parvenue à distinguer son visage. Toutefois, elle affirme qu'il était typé méditerranéen. Et fait assez troublant pour les enquêteurs, cette jeune femme a été agressée un lundi, tout comme Sylvia. Pour eux, cette déposition, ça renforce l'idée que le tueur fait partie de la communauté portugaise et de l'entourage de Sylvia. Le souci, c'est qu'ils n'ont aucun indice, aucun suspect, aucun nouveau témoignage. Et le gros problème pour eux, c'est qu'au fil des semaines et des mois, les Portugais installés temporairement à Genève quittent la Suisse pour retourner au Portugal, tandis que d'autres Portugais s'installent à Genève pour des boulots saisonniers. Ce qui signifie qu'inexorablement, des témoins et des suspects potentiels leur filent entre les doigts. Les années qui suivent, l'enquête est au point mort. Aucune nouvelle piste, aucun nouveau témoignage. En 1995, une nouvelle cellule d'enquête est désignée pour reprendre l'affaire à zéro. Selon eux, on n'a que deux seules pistes possibles. La première, la piste du tueur local qui faisait partie de la communauté portugaise de Genève et qui connaissait personnellement Sylvia. La seconde serait qu'il puisse s'agir d'un prédateur sexuel ponctuel qui a profité de l'occasion.
Pour creuser sérieusement leur première piste, ils se rendent au Portugal, à Zebras, dans la ville natale de Silvia, afin de rencontrer sa famille, mais surtout pour investiguer sur un homme qu'ils ont dans leur viseur. Il s'agit d'un parent de Silvia qui vivait à Genève en 1988 et qui avait quitté la Suisse quelques jours seulement après la mort de Silvia. Cet homme était connu pour ses comportements très violents et pour les enquêteurs, il est très important de l'interroger. Le problème, c'est qu'en arrivant sur place, ils apprennent que l'homme en question a quitté le Portugal quelques mois plus tôt pour s'installer en Afrique. En 1996, les enquêteurs parviennent à retrouver sa trace en Afrique. Il est arrêté et extradé en Suisse. Il est tout de suite incarcéré et inculpé pour le viol et le meurtre de Silvia Pinto Costa. Dans la foulée, il subit une prise de sang. Lorsque les résultats tombent, c'est la douche froide. Son ADN ne correspond pas à celui retrouvé sur la jeune femme. Pendant plus de 10 ans, l'enquête reste au point mort. Il faut attendre 2008 et la nomination d'un nouveau responsable à la brigade criminelle de Genève pour que l'affaire soit relancée. Le responsable de la brigade décide dans un premier temps de publier un article dans un périodique suisse sur le meurtre de la jeune femme afin de faire appel à de nouveaux témoignages. Et c'est un pari gagnant, on va dire, puisque 2 personnes se manifestent et contactent les enquêteurs afin de leur dire qu'ils ont des révélations à leur faire. Toutes 2 parlent d'un individu, un ferrailleur, qui vivait et vit toujours à proximité de l'endroit où a été retrouvée Silvia. Et en fait, ils expliquent que cet homme a eu des comportements très étranges le lendemain du meurtre de Silvia. Il est devenu marginal, il a commencé en fait à prendre des distances avec tout un tas de personnes, à se renfermer sur lui-même. Et ces comportements-là ont à l'époque suscité pas mal de questions. Les enquêteurs partent à la recherche du ferrailleur, mais il s'avère qu'il est mort quelques mois auparavant à la suite d'un cancer. Son ADN est toutefois prélevé et comparé à l'ADN retrouvé sur le corps de Silvia, ça ne correspond pas. Le responsable de la brigade criminelle a alors une autre théorie. Il explique que peut-être que l'ADN qui a été retrouvé sur le corps de Silvia n'est pas celui de son assassin. Selon lui, la jeune fille aurait pu avoir un rapport sexuel avec un homme le soir de son meurtre, mais qu'ensuite ce serait un autre homme qui l'aurait assassiné. Selon moi, même s'il ne l'a pas expliqué comme ça, sa théorie amenait l'idée que Silvia aurait été tuée par un membre de sa famille ou de son entourage proche qui l'aurait surprise en train d'avoir un rapport sexuel près du pressoir le soir du 5 décembre. Ce qui paraît quand même assez invraisemblable, puisque ça voudrait dire que Silvia aurait eu un rapport sexuel en pleine rue et en plein hiver, devant chez ses oncles, avec un homme comme ça, sans pression. Je sais pas, moi ça me paraît quand même pas possible, d'autant plus qu'elle a été retrouvée avec son pantalon à moitié enlevé. Ouais, bon, donc selon moi ça tient pas vraiment la route. La même année, le petit copain de l'époque de Silvia est réinterrogé par la police. Cette fois, son sang est prélevé, mais ça ne correspond pas avec celui retrouvé sur le corps de l'adolescente. Les années qui suivent, l'enquête ne bouge pas. Elle reste une nouvelle fois au point mort. Aucun nouveau témoignage, aucune nouvelle piste. Et le 5 décembre 2018, le crime de Silvia Pinto Costa est prescrit. Ce qui signifie que si un jour l'assassin est découvert ou qu'il se dénonce, il ne sera jamais poursuivi pour son crime. Bon, et bien maintenant, ce que j'en pense, ça va être assez rapide puisqu'on n'a pas énormément d'éléments. Alors moi, je privilégie la piste du tueur local. Je pense que la personne connaissait Silvia de près. Bon, soit quelqu'un de son entourage communautaire, soit même, pourquoi pas, quelqu'un de sa famille éloignée. Je pense que c'était un homme qui savait qu'elle faisait du babysitting chez son oncle et qu'elle partait à 20h et qu'elle emprunte ensuite ce raccourci pour rentrer chez elle. C'est certainement un homme qui a dû la draguer à plusieurs reprises, mais qui a été éconduit, puisque Silvia avait déjà un petit copain. C'est un homme qui, à mon sens, est d'âge mûr. Je le vois comme un homme entre 35 et 45 ans. Je ne fais pas la profiler, hein, rassurez-vous, hein. Mais c'est simplement en fait que la façon dont ça a été fait, l'acharnement, la violence exercée sur cette pauvre fille, me laisse penser qu'il la connaissait, qu'il avait de la rancœur contre elle, de la colère. Il l'a violée, hein. Pour moi, la théorie du responsable de la brigade criminelle ne tient pas du tout la route. J'ai du mal à imaginer une jeune fille, une adolescente de 16 ans qui vient de débarquer de sa campagne au Portugal, avoir un rapport sexuel en pleine nuit, dans la rue, devant chez ses oncles, genre sans pression, normal, tout va bien. Non, moi j'y crois pas du tout. Il l'attendait là, peut-être que plusieurs nuits, il l'a attendue, mais il ne l'a pas vue, parce qu'elle devait peut-être emprunter un autre chemin. Ce soir-là, il l'a vue, il l'a agressée, et ensuite il l'a tuée. La violence
qu'elle a subi, cette pauvre enfant. Pour moi, c'était une enfant. Il lui a massacré le visage, ce qui prouve bien qu'il la connaissait personnellement, puisque j'ai lu en criminologie que quand on s'en prend au visage d'une personne, c'est qu'en fait, on a un lien avec elle, qu'on lui en veut à titre personnel, qu'on veut... En fait, on veut limite la faire disparaître, donc on s'en prend au visage, ce qui est le plus le représentatif de nous, le visage. Donc je pense que c'était quelqu'un qui la connaissait bien, elle l'a éconduit, et le mec, il l'a mal digéré. La fille qui a été agressée en novembre au quasi même endroit, c'était très certainement le même homme qui devait croire que c'était Sylvia qui passait par là, puisque c'était aux alentours, enfin à peu près à la même heure. Mais ouais, l'homme la connaissait, il faisait partie... Je pense que c'était un homme qui faisait partie de la communauté portugaise de Saint-Jean et qu'il la connaissait personnellement. Maintenant, je peux me tromper, ça peut être quelqu'un d'un quartier voisin et qui n'était pas du tout portugais, enfin j'en sais rien, mais moi comme je le ressens, je pense que c'était quelqu'un de sa communauté qui la connaissait et qui ensuite s'est tiré quelques jours après le meurtre. Il a profité du fait que beaucoup de Portugais rentraient au Portugal pour se glisser dans la masse et du coup c'est pour ça que son sang n'a jamais été prélevé. Je ne sais pas comment il a pu vivre toutes ces années avec cette mort sur la conscience, c'est horrible ce qu'il a fait à cette adolescente, c'était un bébé quoi, 16 ans. Elle venait à peine de commencer sa vie, en fait. Elle découvrait à peine la vie. Elle était super heureuse. Bon, et petite parenthèse pour le beau-frère qui avoue avoir tripoté sa belle-sœur quand sa femme n'était pas là. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens, en fait? C'est quoi? Il n'y a plus de respect. Je sais pas, elle était sous sa protection. Le mec, il en profite pour la tripoter. C'est n'importe quoi. Je sais pas comment lui-même, en fait, a pu se supporter d'avoir fait ça. Bon, après, le pire, ça reste son assassin. Vraiment, ça me... Ah, vous savez, quand vous voyez des histoires comme ça, quand vous vous dites qu'en plus de ça, c'est prescrit, ce qui veut dire que cette pauvre fille n'aura jamais justice. De son vivant, elle a subi des remarques, du harcèlement, son beau-frère qui la tripote. Ensuite, elle est violée, elle est assassinée aussi. Ah, sauvagement, quoi. Le mec, il lui a fracassé la tête, il lui a piétiné le corps, c'est un malade. Enfin bon, je suis terriblement triste parce que, encore une fois, la prescription dans ce type de cas fait mal au cœur. On se dit que, voilà, que justice ne sera jamais rendue ici-bas et que cet homme a pu ensuite profiter de sa vie tranquillos, comme ça. Enfin bon, moi vraiment, cette affaire, elle m'a fait mal au cœur. Je comprends que la personne spéciale qui m'a demandé d'en parler m'en ait parlé, puisque ça fait vraiment mal au cœur. Surtout qu'on se dit que bon, même si demain on sait qui est l'assassin, il y a prescription. Enfin bref, voilà tout pour le viol et le meurtre de Sylvia Pinto Costa. Si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.